Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, un amas. Amas, c'est pas un amas de sottises, non, c'est Ask Me Anything. Parce qu'on a quelques remarques qui sont toujours assez sympas et je suis bien entendu un boomer puisque je suis de 1964, mais on va essayer de s'adapter aux contingences actuelles. Donc, on va faire un Ask Me Anything sur la santé. Pourquoi sur la santé? Parce que j'ai tellement de questions. J'ai reçu des centaines d'emails. J'ai reçu des tas de commentaires aussi directement sur les vidéos YouTube qui me posent des questions pratiques sur comment mettre en place soit un régime intermittent, soit un régime cétogène dans lequel on limite la prise de sucre au maximum et tout au plus on en consomme une seule fois par jour. Je ne vais pas vous parler de théorie, de ceci, de cela aujourd'hui. Non, j'ai envie de vous parler uniquement de solutions, des règles de base qu'on peut utiliser pour atteindre nos objectifs. Donc, ça ne passe pas par la compréhension fine des mécanismes biologiques qu'il y a derrière et tout. Non, ça passe par l'utilisation de quelques recettes simples. Et puis, quand vous constaterez les effets que ça a sur votre organisme, eh bien là, vous aurez tout le loisir, nous aurons tout le loisir d'entrer dans les détails techniques de pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Donc, je vais essayer de nous mettre sur la voie qui répond à ces quelques questions. Donc, comme il y a beaucoup de questions qui se recoupent, je ne vais pas mentionner les personnes qui m'ont envoyé les questions, mais je vais regrouper un peu toutes ces questions de façon à y répondre, de façon qui ne sera peut-être pas forcément complètement exhaustive, mais qui permettra de, comme je le dis, trouver les solutions qui permettent de mettre les choses en place et d'en bénéficier, que ça vous fasse du bien et que vous puissiez l'observer par vous-même. La première chose, c'est évidemment la fréquence des prises alimentaires. Et qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la fréquence des prises alimentaires ou est-ce que c'est le contenu du bol alimentaire? Si vous êtes déjà quelqu'un qui fait attention à l'origine, la provenance de vos aliments, essayez de consommer des aliments qui contiennent le moins de pesticides, le moins d'engrais, etc. Le contenu du bol alimentaire est très important, mais rappelez-vous, nous sommes des omnivores. Les omnivores, la caractéristique, c'est qu'on peut mettre à peu près n'importe quoi dans la machine. Vous pouvez à la limite manger du papier ou du carton ou n'importe quoi, et vous allez dans une situation où votre système digestif est tellement efficace qu'il sera encore capable d'en tirer quelques protéines, quelques sucres et quelques graisses. Ça paraît dingue, mais nous sommes des omnivores. À la surface de la planète, il n'existe qu'un système digestif qui soit plus efficace que le nôtre, c'est celui du cochon, du porc, qui, alors lui, il a un éventail de possibilités devant lui qui est extraordinaire. Je rappelle que grâce au fait que nous sommes des omnivores, c'est comme ça qu'on a conquis l'essentiel des environnements disponibles sur cette planète. Parce que vous pensez bien que si nous n'avons été que des carnivores ou que des végétariens ou que des ceci ou des... ça nous aurait limité notre capacité de conquérir, en sortant du rift africain il y a quelques dizaines de milliers d'années, l'ensemble des environnements qu'on a sur cette planète. Donc, le bol alimentaire, le contenu de ce que vous mettez à l'intérieur est certes très important, mais permettez-moi de le dire, la fréquence de la prise alimentaire aujourd'hui est plus importante encore. Parce qu'il faut organiser des pauses digestives. Un muscle qui travaille 24h24 tout le temps, il ne va jamais récupérer, il ne va jamais cicatriser, il ne va jamais pouvoir se reposer pour se reconstituer. Un système digestif, c'est à peu près la même chose. Donc, la fréquence de ces prises alimentaires, il y a deux stratégies saines et une stratégie beaucoup moins saine. La stratégie beaucoup moins saine, c'est de prendre 3 prises alimentaires par jour ou de manger en continu, comme vous le recommandent évidemment tous les grands acteurs de l'agroalimentaire, puisqu'ils font de l'argent en continu. Hein? Vous pensez bien que si le numéro 1 de l'agroalimentaire est en Suisse, qui, je le rappelle, je suis désolé, moi j'adore mon pays, mais qui est une machine à fric aujourd'hui la plus extraordinaire que l'homme n'ait jamais inventée sur cette planète, qui fonctionne fabuleusement bien, le numéro 1 de l'agroalimentaire, c'est Nestlé, il est basé à Vevey, à quelques dizaines de kilomètres de chez moi ici.
ils savent que les gens doivent se nourrir, ou plutôt ils les ont convaincus de se nourrir 3 fois par jour. Ben, ça leur fait un blé de dingue, parce que non seulement les gens sont enflammés en continu, ils sont peu bien en continu, mais en plus, ils achètent de la nourriture pour pouvoir se nourrir 3 fois par jour en continu. Donc évidemment, ça fait les choux gras de l'industrie agroalimentaire, mais ça ne fait pas vraiment les choux gras de votre métabolisme. Donc, il y a 2 stratégies qui sont beaucoup plus efficientes. C'est ce qu'on appelle le 16-8 ou le 21-3. Le 16-8, vous ne mangez rien pendant 16 heures. Et quand je dis rien, vous ne vous autorisez rien du tout. C'est un jeûne. La seule chose que vous avez, entre guillemets, le droit, si vous prenez cette décision, de mettre dans votre bouche pendant 16 heures, c'est de l'eau et du sel. Et pas n'importe quel sel. Si vous prenez le sel totalement trafiqué, lavé, iodé et autres, vous ne vous faites pas vraiment du bien. Vous allez bien sûr amener du NaCl, des sels minéraux, quelques sels minéraux, mais c'est misérable. Non, vous achetez du sel de l'Himalaya ou du sel de Redmond aux États-Unis, qui, je le rappelle, sont des mers du Précambrien qui ont été emprisonnées au sein de masses terrestres et qui se sont évaporées. Ça contient à peu près tous les sels minéraux que les organismes primitifs qui ont déterminé, j'allais dire, notre équilibre osmotique, donc la concentration de sels minéraux que nous avons dans toutes nos cellules, eh bien, vous prenez ça et vous avez cet équilibre comme les cellules originelles. Et je rappelle que cette pression osmotique dans l'histoire du vivant n'a jamais changé. Donc, vous prenez du sel. Et pourquoi est-ce que vous prenez du sel? Parce que vous allez perdre des sels minéraux. Dès que votre organisme a une pause digestive au minimum, on va dire de 16 heures, si possible de 21 heures dans la journée, ben, vous allez perdre de l'œdème. Parce que quand vous mangez 3 fois par jour, vous êtes constamment œdémacié, vous êtes constamment enflammé, vos marqueurs inflammatoires sont hauts. Pourquoi? Ben parce que l'insuline est présente tout le temps. Donc, vous devez impérativement compenser. Et quand vous allez enlever cet œdème, excusez-moi, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez évidemment perdre des sels minéraux, vous allez faire un petit pipi, etc. Vous allez perdre ces sels minéraux, vous devez les compenser. Et les gens, vous savez, qui font le régime intermittent 16-8 ou 21-3, donc une pause alimentaire de 21 heures, et vous vous autorisez une plage de prise alimentaire de 3 heures. Ben, ils vont perdre ces sels minéraux, et ce qui veut dire une chose toute simple, c'est qu'ils vont se sentir mal, c'est ce qu'on appelle la grippe cétogène, the ketonic flu. Ben, vous devez compenser. Donc, si, par exemple, vous sautez le petit déjeuner le matin, vous prenez une demi-cuillère à café de sel et dans la bouche, vous flush down, vous rincez le tout avec 2-3 verres d'eau de liquide, parce que sinon, évidemment, le sel qui arrive tout seul dans l'estomac, vous allez avoir la nausée, vous allez être très mal. Mais vous devez boire 2 ou 3 tasses comme celle-ci, pour faire en sorte que le sel soit dilué. Ce n'est pas du tout désagréable, mais surtout, ça vous évitera d'avoir des fringales, d'avoir tout d'un coup faim, de vous sentir mal, d'avoir mal à la tête. Les gens me disent, voilà, j'ai essayé le régime intermittent, mais je me suis senti tellement mal. Prenez du sel et de l'eau. C'est tout ce que vous avez le droit de mettre dans votre bouche. Faites-le juste. Ensuite, si vous faites le 16-8, c'est-à-dire que vous ne mangez pas, vous faites une pause alimentaire de 16 heures. Que vous mangiez le matin et à midi à 10 heures, entre 10 heures et 16 heures, ou entre 12 heures et 18 heures, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que votre système digestif ait une pause pendant laquelle il peut se, entre guillemets, reposer et où il recrée sa capacité digestive, il recrée sa capacité assimilative, il est reposé quand il reçoit le bol alimentaire. Évidemment que vous en profiterez 10 fois plus, vous n'aurez plus besoin de vous bourrer de vitamines, de compléments alimentaires, de poudre de protéines pour les sportifs, etc. Votre organisme n'est pas habitué à métaboliser des aliments que je qualifierais de morts. Quand vous prenez un complément alimentaire
un multivitamine, soi-disant pour lisser les carences et ceci et cela. C'est comme ça que vous le vend l'industrie pharmaceutique. Évidemment, ils font de l'argent sur votre dos. Ben, votre système, il reçoit ça, oui, mais il n'a jamais, au cours de son évolution sur des millions d'années, reçu des aliments stabilisés morts. Alors bien sûr que les vitamines contiennent tout ce qui est noté sur le petit descriptif. Donc il contiendra du fer, de la vitamine B, C, D, du zinc, du sélénium, tout ce que vous voulez. Oui, mais sous une forme qui est très difficilement assimilable. Votre organisme, quand il reçoit ça, c'est une toxine pour lui. C'est une toxine. C'est comme la vitamine C. La vitamine C, vous pouvez prendre de l'acide ascorbique en grande quantité. Oui, ça va vous donner un petit coup de boost, mais ça va surtout faire travailler vos reins. Vous allez devoir éliminer. C'est une toxine. La vitamine C, ce n'est pas juste l'acide ascorbique, c'est la façon dont il est allié à, au minimum, 2 autres enzymes qui le rendent utilisable d'un point de vue biologique par l'ensemble de vos cellules. Donc, prendre de la vitamine C, de l'acide ascorbique synthétisé à partir du sucre avec un simple enzyme, comme le font les félins. Ah ben, les félins, ils sont des purs carnassiers, donc il y a très peu de vitamine C. Oui, mais quand ils en ont besoin, ils ont une enzyme qui permet de transformer certains sucres en vitamine C. Donc, ils en ont à profusion tout le temps dès qu'ils en ont besoin. Nous, on n'a pas cette capacité enzymatique. Mais il ne faut pas prendre de l'acide ascorbique tout nu. C'est toxique. Votre corps ne pourra pas l'utiliser comme il le fait s'il reçoit sa vitamine C à travers le jus de citron, le chou ou ce que vous voulez. Donc, je résume. Fréquence des prises alimentaires. 16 heures sans manger, une plage horaire de 8 heures où vous mangez, 16-8. Mieux encore, si vous pouvez 2 jours consécutifs ou 3 jours consécutifs par semaine, ne mangez que 3 heures dans la journée. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire en sorte que votre réserve de sucre va baisser et vos mitochondries devront, puisqu'elles n'ont pas de sucre à disposition, utiliser des graisses. Et ça me permet d'introduire le sujet des mitochondries. Les mitochondries sont les centrales énergétiques de vos cellules. Elles ont leur propre matériel génétique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à votre code génétique. Hein? Vous avez le code génétique de Pascal, oui, mais à l'intérieur de chacune des cellules, les mitochondries ont leur propre code génétique, c'est-à-dire qu'elles se reproduisent en autarcie complète, en indépendance complète de votre propre génome. C'est un état de fait qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Et c'est très chouette l'ADN mitochondrial parce que ça permet, par exemple, d'analyser, si je prends l'exemple des êtres humains, on sait qu'à un moment donné, il y a eu un goulot d'étranglement, il y a à peu près, on va dire, 75 000 ans. Ça correspond d'ailleurs à l'éruption du lac Toba, du volcan, qui est une caldeira, et qui a vraisemblablement été une des éruptions les plus violentes de ces quelques centaines de milliers d'années, des dernières centaines de milliers d'années. Et on sait à ce moment-là, quand on analyse l'ADN mitochondrial, parce qu'évidemment, nous autres, avec la reproduction sexuée, ben, on change notre code génétique de génération en génération. Par contre, l'ADN mitochondrial varie très peu. Donc, il reste fidèle à lui-même, disons, pour imager la chose. Donc, ça veut dire qu'il est assez facile, en analysant l'ADN des mitochondries, donc qui sont dans chacune de vos cellules, de retracer l'historique, j'allais dire, des êtres vivants. Et on sait que l'ensemble des êtres vivants qui peuplent la planète aujourd'hui viennent d'environ 12 000 êtres humains. Et on peut retracer, grâce à cet ADN mitochondrial, l'historique des êtres humains en termes de la quantité de population. Et on sait qu'il y a à peu près 12 000 ans, il y a 75 000 ans, pardon, il y avait plus que 12 000 êtres humains sur Terre. On peut aller beaucoup plus loin. On a massacré les baleines pendant des années, et certains pays continuent à le faire, je ne les mentionnerai pas ici. Mais on sait que, par exemple, la baleine franche, toutes les baleines franches qui existent sur Terre aujourd'hui proviennent de vraisemblablement 6 ou 8 mères, donc mères maternelles, qui ont survécu à la chasse insensée pratiquée au 18, 19 et 20e siècle. Et c'est absolument dramatique parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de véritable diversité génétique, par exemple. Alors, les populations
de nouveau pu croître pour atteindre quelques milliers d'individus. Oui, mais tous ces individus viennent de 6 ou 8 mères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diversité génétique est vraisemblablement pas suffisante pour, j'allais dire, assurer la pérennité de l'espèce. Et on le voit, la plupart des animaux sont atteints de cancers, de maladies dégénératives, etc. Parce que le réservoir génétique a été détruit, c'est un génocide. Et c'est d'autant plus dramatique que ces grands cétacés ont des cerveaux qui, sans être comparables aux nôtres, ont un néocortex qui est plus important que le nôtre, donc un cerveau associatif. Et je rappelle qu'on mesure le développement des mammifères, entre autres, au développement de leur néocortex. Bref, on ne s'étendra pas là-dessus aujourd'hui. Donc ces mitochondries, elles sont responsables donc de votre capacité à produire de l'énergie. Elles peuvent être adaptées au sucre, elles peuvent être adaptées aux cétones, donc aux acides gras à chaîne mi-longue. Et quand vous stockez des graisses, quel que soit le contenu du bol alimentaire, vous allez stocker l'excédent d'énergie sous forme d'acide palmitique et stéarique, donc des graisses ultra saturées. Eh bien, il y a deux formes de graisses chez l'être humain adulte. Ce sont les graisses brunes et ce sont les graisses blanches. Les graisses brunes, la différence entre les graisses brunes et les graisses blanches, c'est quoi? C'est les graisses brunes contiennent des mitochondries, les graisses blanches n'en contiennent pratiquement pas. Donc, chez le nourrisson, par exemple, il ne stocke jamais son énergie quand il a mangé, quand il a pris le sein de maman ou tété son biberon. Il ne stocke pas son énergie sous forme de graisse blanche. Pourquoi? Parce qu'il veut faire en sorte d'avoir une disponibilité énergétique qui soit très rapide. Donc, les nourrissons ne stockent leur énergie que sous forme de graisse brune. Puis, au fil des ans, quand on leur donne du sucre tout le temps, parce qu'on commence tout de suite à leur donner les petits pots avec des céréales, etc., eh bien, ils vont commencer à sécréter plus d'insuline et ils vont commencer à stocker, quand ils ont l'âge, on va dire, à partir de l'âge de 5, 6, 8 ans, ils vont commencer à stocker sous forme de graisse blanche. Nous autres, en tant qu'adultes, quand on a du sucre tout le temps, on ne stocke pratiquement que sous forme de graisse blanche. Donc, ça veut dire que comme il n'y a pas de mitochondries dans ces réserves de graisse, ou très peu, la disponibilité énergétique, elle est quasi nulle. Elle est quasi nulle. Vous êtes capable de refaire de l'énergie avec, oui, mais quand vos mitochondries se seront réhabituées à ne plus avoir du sucre tout le temps et quand elles seront obligées d'utiliser les graisses parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Donc, ça me permet immédiatement de rebondir sur une chose, c'est que vous devez réapprendre à votre organisme à stocker sous forme de graisse brune, donc de graisse riche en mitochondries, pour assurer une disponibilité énergétique. Et c'est ce qui permettra aux sportifs, que ce soit d'endurance ou explosif ou ce que vous voulez, d'avoir cette disponibilité énergétique qui est quasiment aussi efficace que le sucre. Pas tout à fait. C'est clair que le sucre, la différence, c'est le sucre, c'est de l'essence. Les cétones, donc les graisses, c'est du diesel. Donc, dans un cas, si vous prenez un baquet d'essence que vous jetez une allumette dedans, ça va s'enflammer instantanément. Si vous prenez du diesel, que vous faites la même chose, eh ben, ça va faire pssst, et il n'y aura aucune flamme, il n'y aura rien du tout. Ben, c'est la différence. Et vous voulez absolument faire en sorte que votre corps soit capable d'utiliser une source d'énergie qui est beaucoup plus long terme, qui est beaucoup plus dense, qui prend beaucoup moins de place, mais vous devez faire en sorte que vos mitochondries soient capables de le faire. La meilleure façon, c'est ce jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que dès que vous n'avez aucun sucre absorbé pendant une période, disons, on va dire à peu près 16 heures, 12 à 16 heures, votre réserve de sucre, le glycogène hépatique, donc qui est contenu dans le foie, je ne parle pas du glycogène musculaire, parce que le glycogène musculaire, une fois qu'il est entré dans la cellule musculaire, ne ressort jamais. Les cellules musculaires sont super avares de leur sucre. Dès qu'elles l'ont en elles, elles ne le relibèrent pas. Tandis que le glycogène hépatique, donc contenu dans le foie, il va être relibéré pour nourrir votre cerveau, qui a besoin d'à peu près 15% de sucre et 60, on va dire 85% de cétones pour bien fonctionner, le glycogène hépatique, il va être utilisé pour ça, mais au bout de 12 à 16 heures, il n'y en a plus. Donc, ça veut dire que vos mitochondries, elles n'ont aucun choix, elles doivent utiliser des cétones, donc des gras. Donc, du gras.
Donc, ça veut dire qu'elles vont réapprendre à, quand vous mangez, votre organisme va réapprendre à stocker son énergie sous forme de gras, de graisses brunes qui sont disponibles d'un point de vue énergétique, de la mise à disposition de l'énergie extrêmement rapidement. Et c'est votre objectif. La meilleure chose, c'est de faire de l'exercice à jeun. Quand vous faites de l'exercice à jeun, que se passe-t-il? Ben, vous avez déjà relativement peu de sucre, parce que ça fait déjà au minimum toute la nuit que vous avez passé sans manger. Vous avez métabolisé votre sucre, tout ça, etc. Et vous allez faire de l'exercice. Ben, votre organisme, il n'a pas le choix. Alors, au départ, quand vous introduisez ces principes, ben, faites en sorte que vous ne fassiez pas d'exercice trop explosif les premiers temps. Parce que sinon, bon, ben, vous allez vous sentir de nouveau relativement mal. Vous êtes super addict au sucre. Vos mitochondries sont super addictes au sucre. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ça fait des années que vous ne les avez pas nourris autrement. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, faites des exercices gentils, mais vous verrez qu'en quelques jours, au bout de 3-4 jours, déjà, vous vous sentez mieux. C'est-à-dire que vous faites ce régime cétogène, vous allez vous sentir mieux. Au bout d'une semaine ou deux, vous vous sentirez, ça deviendra presque une seconde nature. Au bout de quelques mois, quand vous mangerez du sucre, vous vous sentirez beaucoup moins bien parce que, de nouveau, vous apportez ce produit, entre guillemets, toxique, inflammatoire, auquel vous n'êtes, entre guillemets, plus habitué. Vous pourrez toujours le métaboliser, mais ce n'est pas une très bonne idée. Donc maintenant, que manger? Que manger? Il faut manger du gras. Mais plus important encore, il faut éviter le sucre pendant au minimum 16 ou 21 heures par jour. Donc, qu'est-ce que vous allez manger? Ben, la graisse de coco, par exemple, c'est fabuleux parce que ça contient déjà de façon native beaucoup de cétone. Donc, c'est super, c'est ce que vous voulez. L'huile d'olive, vous faites une belle salade dans laquelle vous mettez des germes, dans laquelle vous mettez un petit peu d'oignon, vous mettez un tout petit peu d'ail, vous mettez, je ne sais pas moi, ce que vous aimez tout simplement. Mais vous évitez évidemment de mettre de la pomme, de la banane, de l'orange ou des fruits sucrés. Non, par contre, vous rajoutez de l'huile. Vous mettez une bonne grosse dose d'huile d'olive près de première pression à froid et vous allez avoir une source, un approvisionnement d'énergie qui va être fabuleux. D'autant plus, vous allez manger ça, vous allez sécréter de la leptine. La leptine, c'est votre hormone de la satiété. Donc, très rapidement, vous n'aurez plus faim. Vous n'aurez pas besoin de vous priver. À partir du moment où vous avez de la leptine, parce que vous avez mangé quelque chose de gras dès le début du repas, très vite, vous avez cette magnifique impression de satiété, ce sera super, ce sera nickel. Vous n'allez pas devoir vous priver. On est des animaux qui sommes faits pour se gaver. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on avait 3, 5 ou 10 repas par semaine, pas par jour, par semaine, quand la nourriture était disponible, on en mangeait à satiété, mais on en mangeait comme des fous. C'est pour ça que les régimes hypocaloriques, donc pauvres en calories, ne conviennent pas du tout à l'être humain. Parce que se frustrer constamment de l'impression de satiété qu'on a quand on a mangé un bon repas généreux, on n'est pas programmé pour ça. On est programmé pour se gaver comme des fous quand la disponibilité alimentaire, quand la nourriture est disponible, et le reste du temps, non, on ne mange pas, c'est pas disponible. On reproduit ce modèle et on donne à notre système la capacité de retrouver ses fondamentaux. Alors évidemment qu'ensuite, vous allez exprimer vos gènes, la façon dont vous êtes programmé, beaucoup mieux. Parce que votre gène, plutôt que de devoir s'adapter à un environnement qui n'est pas conçu pour lui et qui lui fait du mal, alors il a toutes sortes de mécanismes de compensation qui vont se mettre en marche, entre autres l'excès pondéral, le diabète, les inflammations à répétition, etc., etc. Donnez une chance à votre organisme de retrouver ses fondamentaux et d'exprimer ce qu'il est d'une façon correcte. Et vous allez me dire, alors, j'ai une question sur l'anémie. Une personne qui me dit, moi je suis relativement anémique, etc. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce qu'on peut en parler en soi pendant des heures. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que nos amis russes, ils ont une vague d'anémie il y a quelques années, je crois que c'était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et des femmes étaient totalement anémiques. Alors on leur injectait du fer, comme on le fait, oui, comme les médecins, la médecine traditionnelle occidentale le préconise. Oui, mais elles avaient des taux de fer, mais qui étaient effroyablement hauts.
à tel point que ça en devenait toxique pour l'organisme. Et les Russes, nos amis Russes, ils ont eu l'intelligence de se dire, oui, mais c'est quand même bizarre, elles sont complètement anémiques, mais elles ont un taux de fer monstrueux. Alors on a arrêté de leur injecter du fer et puis on leur a proposé de faire des jeûnes que moi j'appelle jeûnes thérapeutiques. Donc c'est plus du OMAD ou du 16-8 ou du 21-3, appelez ça comme vous voulez. Non, on les a privés de nourriture et la spécialité de nos amis russes, c'est de faire des jeûnes non hydratés, donc des jeûnes secs. Et quand vous faites un jeûne sec, votre corps doit créer de l'eau. Il ne peut pas se passer d'eau. Vous ne pouvez pas vous passer d'eau. Donc le corps sait très bien que quand il n'a pas d'eau à disposition, s'il métabolise 110 grammes de protéines, il va faire à peu près 50 grammes d'eau. Quand il métabolise 110 grammes de sucre, il va faire 55 grammes d'eau. Quand il métabolise 110 grammes de graisse, il fait 100 grammes d'eau. Donc, est-ce que vous avez déjà vu un organisme vivant sur cette planète programmé pour se faire du mal, ou plutôt pour ne pas utiliser les solutions simples qu'il a à disposition? Dès que vous faites un jeûne sec, vous allez métaboliser des graisses et qu'est-ce que ces médecins, de quoi est-ce qu'ils se sont aperçus? Ils se sont aperçus que les femmes anémiques en question étaient toxiques. C'est-à-dire qu'elles avaient accumulé tellement de toxines, de métaux lourds, de ceci, de cela, que au moment où vous leur proposez un jeûne sec, ces toxines sont accumulées dans des cellules graisseuses. Oui, parce que la graisse, elle ne sert pas seulement à stocker l'énergie, elle sert à stocker les différents produits toxiques que votre organisme est incapable d'éliminer par les organes émontoires, qui sont les organes éliminateurs, je rappelle, en premier le rein, le système digestif, les poumons, la peau, j'aurais dû commencer en deuxième position, la peau. Et les femmes en question étaient incapables de se libérer des toxines. Le jeûne strict et si possible sec provoque un rejet de toutes ces toxines qui sont remises dans le sang parce que l'organisme doit créer de l'eau. Donc, ces toxines. Et ça vous fait, au troisième, quatrième jour, vous avez une réaction de détoxification qui est juste monstrueuse. Vous allez vomir, avoir des diarrhées, vous allez être mal, c'est affreux. C'est affreux. Ah oui, mais dans les jours qui suivent, le taux d'hématocrite commence à remonter. Alors qu'on ne leur a rien donné, on ne leur a pas donné de fer, on ne leur a donné rien du tout. Elles ont fait un jeûne thérapeutique. Elles se sont libérées d'un certain nombre de toxines et immédiatement, dans les semaines qui suivent, le taux d'hématocrite commence à remonter. Donc, si les approches traditionnelles de traitement de votre anémie n'ont pas donné de résultat par l'injection de fer et ceci, cela, vous êtes vraisemblablement dans la même situation. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est de vous documenter, d'apprendre ce que c'est qu'un jeûne thérapeutique et de le mettre en place. Alors, je vous déconseille d'essayer le jeûne sec immédiatement parce que c'est terrible pour votre organisme. Vous devez commencer par un jeûne hydraté dans lequel vous vous autorisez même le sel, le bon sel de l'Himalaya, le sel de Redmond aux États-Unis, ces mers intérieures donc qui ont été desséchées. Et vous compenserez en partie la perte de sels minéraux, mais vous voulez mettre votre organisme aux limites de sa capacité adaptative. Parce que quand vous le mettez aux limites de sa capacité adaptative, il va être obligé d'exprimer ce qu'il est d'un point de vue génétique de façon juste. Il ne peut plus compenser, il n'a plus l'énergie pour s'adapter à ce que vous faites faux. Non, il va revenir à ses fondamentaux. C'est la base de la naturopathie. Et vous avez des médecins qui ont leur diplôme de médecin, qui ont fait leurs études, qui ont toute la crédibilité nécessaire et qui font ça de façon quasi systématique. Ils proposent ce genre de choses à vos patients. Donc, essayez le jeûne, qui, s'il est préconisé dans toutes les religions de la planète ou à peu près, ce n'est pas pour faire du mal aux individus, c'est parce que les fondateurs des religions ont constaté les bienfaits que ça pouvait amener à leurs ouailles, si je peux dire ainsi. Donc c'est très important. L'anémie, essayez des approches un peu différentes, ouvrez les œillères pour comprendre qu'il n'y a pas juste l'approche occidentale. Il y a plusieurs médecines sur cette terre. Il y a une approche asiatique, il y a une approche africaine, il y a une approche occidentale, bien entendu. Moi, je suis plutôt, évidemment, moi, je suis un occidental. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis acquis à la cause. Et la médecine occidentale, pour moi, est quand même celle qui pousse la recherche le plus loin, qui est pour moi aussi la plus intéressante. La médecine asiatique, super, méridien, énergie, etc.
Et sur une base empirique, c'est des choses qui ont été observées. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, que c'est mal. Moi, j'y crois un tout petit peu moins, parce que j'ai cette approche un tout petit peu cartésienne, carrée, rationnelle. Mais bon, vous pouvez essayer ça. Ensuite, les gens, évidemment, reviennent toujours avec les fruits. Parce que les pontes de l'industrie agroalimentaire, évidemment, ils adorent vous vendre des fruits. Parce que c'est facile à faire pousser, c'est facile à récolter, c'est facile à transporter, c'est facile à stocker. Les kiwis que vous achetez au supermarché, ils ont en moyenne entre 1 année et 2 ans de stockage au frigo, parce que si vous les maintenez à 0 degré et en atmosphère contrôlée, donc avec éthylène, machin, tout ça, ben vous pouvez les conserver, on ne va pas dire indéfiniment, mais c'est dément, ça se conserve super bien. Donc pour eux, c'est le produit idéal. En fonction de l'offre et de la demande, hop, ils peuvent gérer le stock, c'est nickel, ils se font des couilles en or. Et c'est pour ça qu'ils veulent vous vendre des fruits tout le temps. Mais alors, pour les gens qui sont vraiment addicts aux fruits, et moi j'ai été comme ça pendant bien des années, c'est pour ça que je suis devenu diabétique. Parce que j'ai bouffé du sucre tout le temps, je faisais des sports d'endurance. Donc évidemment que super mauvais. Alors, si vous aimez les fruits au point d'accepter les dégâts qu'ils vont provoquer dans votre organisme, mais continuez, on n'est pas là pour vous interdire quoi que ce soit, mais essayez de faire une pause de 2 jours par semaine. Pendant 2 jours par semaine, ça ne va pas vous coûter tant que ça. Vous ne mangez aucun fruit, vous ne mangez pas de sucre. Et puis, vous verrez bien l'effet. Est-ce que ça va mieux? J'ai l'exemple d'une amie qui avait tout le temps des problèmes de genoux, qui est une grande marcheuse. Elle aime la montagne, etc. Mais elle ne pouvait plus faire de longues descentes. Mais je lui ai dit, écoute ma chère, essaye de diminuer les fruits, essaye de prendre du sucre qu'une seule fois par jour. Mais c'était une révélation. Elle n'a pas attendu 6 mois pour aller mieux. En quelques jours, quelques semaines, elle me dit, mais c'est dingue, j'ai été faire une marche de 4 heures, il y avait 2 heures de descente, j'ai eu aucune douleur. Ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé, je n'ai pas pris d'anti-inflammatoire. Mais je lui dis, mais ma chère, qu'est-ce que tu veux? C'est logique, c'est ce que je te dis, tes marqueurs inflammatoires sont bas. Tu ne fais plus les choux gras de l'industrie agroalimentaire, des producteurs de fruits qui se foutent totalement que tu sois complètement intoxiqué. L'essentiel, c'est que tu ouvres ton porte-monnaie pour continuer à acheter la merde qu'ils sont en train de te vendre. Vous m'excuserez pour mon langage, mais petit coup de gueule, quoi, quand même, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc les fruits, oui, ok, mais au minimum, au départ, non consommés qu'une fois par jour. Et vous faites cette pause d'apport de sucre. Et vous voyez, ça marchera très bien. Faites l'expérience pour vous-même. Maintenant, on me dit, ouais, changement. OK. Les changements en termes agroalimentaires se sont passés seulement il y a quelques siècles. Il y a même des gens qui pensent qu'on a commencé à manger du sucre à l'excès et des produits, voilà, seulement à partir des années 1900. Alors oui, c'est vrai qu'à partir des années 1900, ça s'est décuplé, quoi, ça c'est sûr, parce qu'on a commencé à produire du sirop de maïs, des machins, des trucs, et il fallait fourguer à ces êtres humains ce qu'on est en train de produire. Mais en fait, non. La modification de notre régime alimentaire, il date en fait de la révolution agricole. Alors, suivant les civilisations, les endroits sur cette terre, ça se situe entre 3 et 12 000 ans, on va dire. Et c'est le moment où on a surtout introduit des céréales, des graminées. Les graminées, c'est super chouette pour par exemple, pour augmenter la taille de la population et alimenter une armée. Quand vous êtes chef de guerre, et que vous devez transporter l'alimentation nécessaire à vos troupes, le fait d'utiliser du grain, c'est génial. Parce que, je rappelle, les Romains, ils recevaient un bol de grain tous les matins, ils le passaient à la meule, ils faisaient des galettes. Génial. Donc, ça sert les intérêts guerriers, ça sert les intérêts politiques, encore une fois. Parce que tout d'un coup, avoir une grosse population qui vous permet d'aller conquérir le pays voisin pour lui prendre ses richesses, ce sont des intérêts politiques, ce sont des intérêts guerriers. Et c'est pour ça que je parle d'une alimentation de guerre. Parce que, en plus, les soldats, est-ce qu'ils mangeaient en continu 3 fois par jour? Bien évidemment non. Donc, ça veut dire qu'ils avaient une prise alimentaire dans la journée. Donc, s'il y avait du sucre, on a gardé cette capacité métabolique. Je ne suis pas en train de vous dire que le sucre, que c'est le diable. Mais non. Si vous avez gardé la capacité métabolique de l'utiliser, c'est pas pour rien. Mais par contre, pas 3 fois par jour en continu. C'est ça qui vous tue, c'est ça qui nous tue. Alors, nos amis romains qui recevaient le bol de grain,
eh ben, ils avaient une prise alimentaire, très bien, et puis le reste du temps, bon, ben, ils avaient peut-être encore un peu de viande, un peu de trois sources comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est une alimentation qui est destinée à des chefs de guerre, à des politiques qui ont besoin de vous comme un outil. Vous êtes leur outil. Stop! Revenez aux fondamentaux. C'est juste une évidence. Encore une fois, les modifications de notre système digestif pour s'adapter pleinement à une alimentation qui aura radicalement changé, est-ce que vous croyez que votre système enzymatique va changer en l'espace de 3000 ans ou de 10 000 ans? Oui, il y a une préadaptation, c'est comme les gens qui vont en montagne. Quand vous allez en montagne, la première chose que vous faites, vous ne produisez pas tout de suite des globules rouges, non, vous diminuez le volume circulant. Donc, vous allez augmenter la densité des globules rouges, vous allez diminuer la fluidité du sang, qui est le cœur devra pomper un peu plus, mais c'est la première chose que vous faites. Puis si au bout de quelques semaines, on compte au minimum 6 à 8 semaines pour une adaptation à l'altitude. Parce que avant de commencer à produire des globules rouges et à augmenter votre taux d'hématocrite dans le sang, ben, le système va d'abord, comme je dis, réduire le volume circulant. Il y a toute une série de préadaptations qui sont beaucoup plus faciles et rapides à mettre en place pour que vous soyez immédiatement adapté à un environnement d'altitude. Oui, mais avant de vous faire une adaptation long terme, l'organisme il va déjà voir si vous restez en altitude, si vous restez exposé à ces conditions. Ben, j'allais presque dire, au niveau de votre système digestif, c'est un peu la même chose. Non, le système digestif ne s'est pas adapté en 3000 ans à une évolution du bol alimentaire qui va à 80% vers le sucre alors qu'il était habitué à manger des graisses essentiellement. Donc, l'évolution, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Et je rebondis immédiatement sur une question par rapport aux sportifs. Il y a des sports qui sont plus ou moins inflammatoires. Il y a des sports d'endurance, il y a des sports explosifs. Et les sports, évidemment, explosifs, on pourrait se dire, oui, mais dans un sport explosif, il me faut absolument du sucre. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais ce n'est pas juste non plus. Je vais vous donner un exemple très simple. Le MMA, Mixed Martial Art. Alors, on aime ou pas les sports de combat. Moi, je trouve un certain plaisir à regarder les sports de combat. J'aime regarder de la boxe. Et j'ai eu de la peine au début avec le MMA, donc le Mixed Martial Art, qui est vraiment où les règles... enfin, je ne vais pas entrer dans le détail. Ce que je dirais simplement, c'est quand vous vous entraînez au combat, vous prenez des coups, par définition. Donc, vous êtes tout le temps enflammé. Vous avez un coup sur la figure, vous avez mal à une articulation, vous avez pris un coup de pied dans la cuisse, vous avez bloqué, etc. etc. Ben, alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous mangez du sucre 3 fois par jour, vous allez être enflammé en continu. Vous devrez prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou stéroïdiens, soit à base de cortisone, ou d'ibuprofène, ou de diclofénac, ou ce que vous voulez. Mais vous carburerez aux anti-inflammatoires. Vous avez une autre façon de le faire. Vous vous dites, voilà, je ne mange que pendant 3 heures par jour. Dès que vous ne mangez que pendant 3 heures par jour, même si vous mettez du sucre dans la machine, vous avez une plage horaire où vos hormones de croissance, toutes les hormones qui ne sont pas mises à zéro par l'insuline, vont être super actives. Donc, ça veut dire que vous allez vous restructurer beaucoup plus vite, vous n'aurez pas d'œdème, et les gens qui pratiquent le MMA comme professionnel, ils sont obligés de faire du 21-3. Ils n'ont même pas le choix. Parce qu'ils provoquent des dégradations physiques qui sont telles que, par définition, s'ils ne font pas du 21-3, ils n'ont pas les hormones de croissance, donc ils n'ont pas la synthèse des protéines nécessaires pour pouvoir récupérer entre 2 séances de combat, 2 séances d'entraînement. C'est aussi simple que ça. Et je vais vous dire une chose, le sport le plus explosif au monde, il paraît que c'est le squash. Ouais, mais la boxe, c'est au même niveau. La boxe est un sport qui est hyper explosif. Vous êtes constamment sous l'agression de votre adversaire. Vous devez vous adapter, vous devez donner des coups. C'est super dur, c'est super dur. Eh bien, ces gens-là, ils pratiquent le 21-3 pour, je dirais, 95 à 99% des compétiteurs. Donc, pour vous dire, voilà. L'autre exemple, c'est les cyclistes. Les cyclistes professionnels sont, à mon avis, les hommes les plus forts de la Terre. Pour une raison qui est très simple, c'est que dans le cadre du Tour de France, par exemple, qui dure 21 jours avec 2 jours de repos,
Ces gars-là, en termes énergétiques, vont dépenser l'équivalent de ce que dépense un marathonien quand il court 2 à 3 marathons, et ils le font tous les jours pendant 21 jours. Donc, ces gars-là, ils ont des cœurs qui battent entre 24 et 30 pulsations minute au repos le matin. Les meilleurs marathoniens, ils sont entre 35 et 40. Les meilleurs fondeurs, ils sont entre 30 et 40. Ouais, mais pour passer de 30 pulsations minute à 22, 24 pulsations minute le matin, il y a un monde de différence. Eh bien, les meilleurs cyclistes aujourd'hui, ceux qui gagnent les classiques, ceux qui gagnent les grands tours, sont des cyclistes auxquels on impose de s'entraîner à jeun, pas tous les jours, mais très souvent. Pourquoi? Ben parce qu'ils forcent encore une fois leur système énergétique, donc les mitochondries, à consommer des cétones. Et ça diminue les marqueurs inflammatoires, donc ils peuvent augmenter la charge d'entraînement tout en diminuant les marqueurs inflammatoires. Donc ça veut dire que ça vous donne des gars à la Christopher Fromm qui sont secs, maigres. C'est de la science-fiction, c'est hallucinant à voir. Ah ouais, mais ils sont d'une efficacité énergétique, ces mecs-là, ils finissent pas au fond du peloton. Non, non, non. L'année passée, par exemple, je ne me souviens plus, il y a 2 ans, je crois que les gars qui pratiquaient ce type d'alimentation cétogène pour au minimum 3 à 4 jours par jour, 3 à 4 jours par semaine, eh ben, ils font premier, deuxième, et je crois même troisième sur le Tour de France. Donc, si vous êtes en train de me dire « Oh non, mais l'alimentation cétogène, ça ne fonctionne pas », ah ouais, mais attendez, sur le Tour de France, à mon avis, c'est quand même des gars qui ont un niveau de dépense énergétique. Puis, il ne faut pas croire que c'est de l'endurance pure et dure, on reste à 130 pulsations toute la journée, fat burning et tout et tout. Non, 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 non. C'est des mecs qui font des étapes sur le Tour de France. Ils sont à fond. Mais vous ne vous rendez même pas compte. L'effort est dément. Il est dément. Eh bien, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont les 2 filières énergétiques à disposition. Ils peuvent utiliser le sucre, bien entendu. Ah ouais, mais ils peuvent aussi utiliser les graisses. Et quand ils peuvent utiliser les graisses, ben ils gagnent. C'est fou, ils gagnent, ils préservent. Un hélicoptère est en train de passer. Ah, c'est les montagnes suisses. Hein. Voilà, il y a de temps en temps un accident de ski. J'espère que ce ne sera pas trop grave. Je finis simplement en disant, essayez dans un premier temps, donc 16-8, 2 jours consécutifs par semaine, 21-3, et vous verrez, vous allez vous adapter. Je finirai par une chose. L'alimentation, la fréquence de la prise alimentaire, ça doit, une fois que vos mitochondries seront adaptées à plusieurs filières énergétiques, ça doit devenir quelque chose d'instinctif. Que vous mangiez le matin à midi et le soir, vous faites comme vous voulez. Ça doit correspondre au fait que vous écoutez votre organisme. Quand vous avez faim, mangez. Moi, je pratique le HOMAD depuis des années, c'est évident. Alors, il y en a qui disent que je suis construit comme un spaghetti. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je suis pas tellement... Je fais quand même 95 kilos, hein, soyons clairs. Donc, je ne suis pas vraiment un tout petit machin non plus. Je suis au contraire une sorte de gros tas de graisse, de muscles, de viande, appelez ça comme vous voulez. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup marrer certains de mes copains sportifs, avec qui je fais un peu de vélo, de la montagne. Mais soyez à l'écoute de vos sensations. Mangez quand vous avez faim. Et quand vous avez réellement faim, gavez-vous. Mangez tout ce que vous voulez, jusqu'à satiété, jusqu'à que vous en puissiez plus. Puis une fois que vous avez fait ça, pendant 20 heures, 21 heures, au minimum 16 heures, vous ne mangez plus rien. Eau et sel. Et n'oubliez pas le sel. Parce que les gens qui ont une grosse carence de sels minéraux, c'est pas le bon plan. Ils vont décalcifier leur structure squelettique, le système nerveux va en souffrir aussi. Donc, n'oubliez pas le sel. Le sel n'est en aucun cas mauvais pour la sphère cardiovasculaire. C'est très important de s'en rappeler parce qu'il y a des tas d'études qui visent à vous vendre des produits essentiellement, donc à drainer encore une fois la valeur de votre travail, votre argent dans les poches des gens qui sont capables de vous convaincre que vous devez le dépenser pour eux. Le sel n'est en aucun cas toxique, nous sommes des mammifères.
Ici, dans les Alpes, on a des animaux, des mammifères qui sont capables de marcher 10 heures pour trouver une pierre, pour pouvoir lécher les sels minéraux dont elles ont besoin. Je vois des chèvres qui sont sur des barrages, mais comme ça, qui prennent des risques insensés pour pouvoir lécher du sel. Non, mais est-ce que vous pensez qu'elles le font pour la beauté du geste? Vous pensez que ces mammifères le font juste parce que, ah ben tiens, oui, aujourd'hui je vais mettre ma vie en danger, sans raison, juste parce que j'aime. Vous êtes fous? Ça ne fonctionne pas comme ça. Si les animaux sont capables de prendre ce type de risque, c'est parce qu'ils en ont besoin. Parce que le sel, c'est super important et nous sommes des mammifères. Hein? Alors peut-être qu'on se considère comme le mammifère top évolué, fabuleux, tout ce que vous voulez. Ouais, on peut. Mais nos fondamentaux sont strictement identiques. Donc n'oubliez pas le sel. Voilà. Une longue vidéo, mais voilà, j'espère que ça vous aidera à l'approche que vous avez. En tout cas, je vous remercie de m'accueillir chez vous. Merci pour votre attention. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.